Madame, monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 4 janvier 2024. Tu t'attendais à ce que je me trompe, hein? Je m'attendais à un petit quelque chose. Comment il est en train de me regarder. Je suis déçue. D'un demi-œil comme ça. 4 janvier 2024. Bon, je suis un peu déçue, mais bon. Je suis désolée pour toi. Mazal khel qaddam, on va voir. On va voir le reste. Voilà, vous l'auriez compris. Mina est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. La nouvelle année s'annonce plutôt bien. Bah, écoute, ensoleillée. ouais, pour le moment, ça va. Alhamdoulilah, pourvu que ça dure. Voilà. Pourvu que ça dure. Bon, en même temps, on n'est que le 4. Hein. On n'est que le 4, déjà 4 jours. Le début peut déjà donner un aperçu. Bon, il reste encore... beaucoup. Il reste beaucoup de encore, jours. ouais, 362 jours, mine de rien. Voilà. Donc oui, Voilà. on est très loin. Hein. On est très loin. À condition que les 362 jours qui restent seront, Inch'Allah, le khair ou le hana. Bah, j'espère. C'est ce qu'on espère. Surtout le hana. Voilà, surtout le hana. C'est ce qu'on espère. En tout cas, grosse pensée à nos sœurs et à nos frères les Palestiniens aujourd'hui qui continuent à vivre les affres donc, du colonialisme. Alors, Mina, aujourd'hui, tu seras parmi nous, hein? Bah oui. N'est-ce pas? Tu vas nous donner quelques nouvelles culturelles. Exactement. Rendez-vous culturels. Tout à fait. Aussi, il y en a hein, cette semaine, j'imagine, avec Oui, la oui, rentrée. oui. Avec la reprise plutôt, pas Ça la avait rentrée. commencé déjà avec les vacances. Déjà avec et les ça vacances, va se c'est vrai poursuivre que- encore. Pardon. Donc ça va se poursuivre, j'imagine. Ça va se poursuivre. Avec... Alors les vacances, c'était plus les enfants, plus. Non, mais il y avait Ah, quelques quand même. activités hein, pour D'accord. adultes. Hein. Il y avait quelques bon, des vernissages, des expositions et aussi des ateliers. Pour Très bien. adultes. Alors on aura un peu plus de détails dans un petit moment en ta compagnie. Exactement. Pour le week-end et peut-être pour La semaine. pour la semaine prochaine. Oui. Ah ben voilà, c'est parfait. Et justement, donc parlons de tous ces rendez-vous culturels. Notre ami Baqi, que je retrouve avec un très très grand plaisir après tant d'années finalement qu'on ne s'est pas vu. Je me rappelle quand on faisait la rubrique, quand tu faisais la rubrique philatélie, il nous accompagnait avec de très très belles caricatures C'est que vrai. je garde d'ailleurs jalousement. Hein. Moi aussi, Voilà. j'ai gardé mes caricatures. Et ben Je voilà, les ai il gardées revient aussi. aujourd'hui, il sera parmi nous parce qu'il va lui aussi donc faire une très très belle exposition samedi prochain, Inch'Allah, au niveau de la galerie Ezwart. Et cette fois-ci, ça va être une exposition donc en soutien toujours à nos sœurs et à nos frères les Palestiniens. Et aussi cette matinée, nous allons nous intéresser au sport et notre ami Abada sera parmi nous pour nous donner les nouvelles sportives. Et aussi, l'astronomie, ça te passionne toujours autant. Hein. Donc Oui. en 2023, ça te passionnait, ça continue toujours à te passionner en 2024. Écoute, hein, Ben non, on ne change pas les bonnes. On ne change pas. On change pas les belles choses, Non, et les non, bonnes non. passions, Les et passions, les on belles les change passions. pas. Et ben voilà. Alors justement, on va parler d'astronomie cette matinée puisque il y a eu un club d'astronomie de Tizi Ouzou qui s'est déplacé à Agherdaïa. Il y a eu de très très belles coopérations, de très beaux ateliers qui ont été organisés justement pour la promotion et pour la vulgarisation de l'astronomie. Nous allons revenir un petit peu sur leurs actions. Et aussi, nous allons parler d'une frange de la société très, très, très importante. Il s'agit des autistes. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la prise en charge des autistes, particulièrement les thérapies donc, qui sont développées, encore une fois, pour la prise en charge des autistes. La plus connue, c'est l'équithérapie, Tout à fait. n'est-ce pas ? Qui fait exactement. beaucoup de bien d'ailleurs à cette frange de la société. On va revenir un petit peu à toutes ces pratiques. Et aussi, nous terminerons l'émission avec un autre rendez-vous. Cette fois-ci, il s'agit de Souknetik. Donc c'est le salon de l'immobilier qui va se dérouler du 10 au 13 janvier prochain. Voilà pour le programme de cette matinée. Merci beaucoup à Amel Almi et à Marie Maka qui l'ont programmé pour nous. Sinon, Oui. il va faire beau. On va avoir de la pluie. Bon, après, il va faire Non, beau, non, c'est non, très pas- relatif. Hein. C'est pas ce que c'est que. De quoi Qu'est-ce qu'on veut dire par il fait beau hein. Il va Oui, faire bon, beau. ça dépend des personnes. hein. Alors, il va faire beau pour un mois de juillet, pour un mois de janvier. Et voilà. Voilà. C'est de ma faute. C'était inévitable. C'est de Voilà. ma faute. C'est de ma Voilà, faute. J'ai voilà. tendu la Bah, perche. C'est de ma écoute, faute. hein. Janvier, Voilà. ça y est, je me rattrape. Alors, est-ce qu'il va faire beau pour un mois de janvier? Bah écoute, Alors, quand on parle de faire beau pour un mois de janvier, c'est. selon la pluie, Amel, c'est- non. Selon Amel Arabi, il fait pas beau. Ah, selon Amel Aribi, il fait pas beau. Il fait donc, pas beau. donc, je comprendrais qu'il va y avoir du soleil pour aujourd'hui. Ben voilà.
Voilà. Mais sinon, selon Amel Larrivé, demain il fera beau. Demain, il fera beau. Peut-être même à partir de la nuit. Même à Et partir quand il de va la nuit. commencer à faire beau. Voilà. Là, comme quoi l'année s'annonce plutôt agréable. J'espère que ça va continuer. Inch'Allah. Pourvu que ça dure. Inch'Allah. Voilà. Alors, tu nous donnes quelques nouvelles? Avec Vas-y, plaisir. c'est à toi. Merci. C'est à toi. Il y a eu le jingle? Je sais pas. Non, il n'y a pas eu encore. Il y a pas eu? Voilà. Donc, Il va y avoir. je tends encore une fois la perche. Voilà, je tends encore une fois la perche. Allez, jingle. On se retrouve juste après. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc il va faire beau selon nous, il fera pas beau selon Amel, parce qu'il va y avoir du soleil aujourd'hui. Voilà. Il fait moche selon Amel. Selon Amel, il fait pas beau du Il tout. fait hein. moche. Il y a beaucoup de carrément. soleil aujourd'hui. Beaucoup de soleil, beaucoup trop Voilà, mais même. quelques nuages quand même Bon, c'est pas- qui font une petite apparition dans quelques Petite régions. apparition, oui. Mhm. Très discret. Très discret. Mhm. Mais ce soir, Inch'Allah, on va s'attendre J'espère. à de bonnes nouvelles. Inch'Allah. Exactement. Vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et très bon réveil. Du brouillard ce matin, notamment sur le centre et l'est du pays, avec un taux d'humidité assez élevé. Un ciel dégagé à partiellement voilé tout au long de cette journée, à l'ouest, au centre et à l'est. À partir de ce soir, on notera un ciel de plus en plus nuageux avec le retour des pluies vers les régions côtières, notamment vers la partie ouest. Sur les régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé du Nord-Sahara vers l'extrême sud, en passant par le Sahara central, le Hogar et le Tassili, avec de fréquents soulaments de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord des températures qui vont varier entre 18 et 23 degrés vers les régions côtières. On notera un minimum de 15 degrés à Al-Bayad, Naama, 18 degrés, Djelfa, Constantine, Sétif et Betna. On notera 21 degrés à Gardaya, 19 degrés Bachar, Hassim Saoud, 24 degrés à Tindouf, Insalah, 23 degrés à Adrar et enfin 31 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer calme, un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h sur le centre et l'est et entre 10 jusqu'à 30 km/h vers la partie ouest. Encore une fois, excellente matinée et à tout de suite. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. C'était les nouvelles du ciel en compagnie de Mina. Alors Mina, on note quand même une légère hausse de température. Hein, Oui, par rapport à il y a quelques jours. Pour aujourd'hui, donc des températures un petit peu hors saison. 21 degrés. 21 degrés. Oui, 23 au rang. Mhm. Ça commence à augmenter au sud avec 31 degrés aussi. Quand même. Voilà. Donc là, il faut faire vraiment attention. Il faut faire vraiment avec, attention. Avec les différents chocs thermiques. Exactement, le changement des températures. Oui, il faut faire très attention. D'accord. Alors Mina, Oui. sinon, il va faire beau aujourd'hui. Le Tout à week-end, fait, hein. il va faire beau selon Amel. Selon Larrivé. Donc, Amel. probablement, il va pleuvoir, neiger peut-être. Pourquoi pas, Oui. Inch'Allah. Bah, À plus de tant 1000 qu'il pleuve. 1000 Hein. mètres, je crois, d'altitude. Comment À 1000 mètres d'altitude environ. Environ, oui. La Ouais. neige, retour de la Voilà, neige. c'est ce qu'en tout cas il y a eu comme prévision. Hein, Bah, on Inch'Allah, c'est ce qu'on l'espère. espère. De toute façon, on te retrouvera ce soir à 19h pour nous Exactement. donner un peu plus de détails. Tout à fait. Voilà. Mais sinon, donc durant le week-end, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'événements culturels. Le week-end, Week-end. même au courant de la semaine. Hein. Et au courant Ça de la continue, semaine ça aussi. continue avec les musées Ça aussi. continue. Oui. Les musées. Oui, oui, oui. Ah, ça c'est sympa. Il y a eu des activités pendant les vacances dans certains musées et ça va encore continuer. Hein. Ça va continuer. Bah, c'est très bien. Exactement. Ça coïncide un petit peu avec le retour des écoles, Voilà. une petite évasion encore avant les compositions, Oui, enfin mais les examens voilà, pour avant les les universités examens, surtout. Ça fait toujours du bien. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on aura pour la semaine, pour le week-end déjà? On commence. On commence avec une exposition, on commence avec un vernissage là, qui avait déjà commencé le 2. Donc le 2 janvier, ça va se poursuivre jusqu'au 13 sous le thème au cœur de la couleur. Donc tu imagines un petit peu beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs, exactement. Beaucoup de couleurs. Donc avec Ça se passe plusieurs
plusieurs artistes au niveau de la galerie, exactement. Il y a plusieurs artistes, dont Kamel Beltrache. Notre ami, Kamel Notre ami Beltrache, Kamel oui, Beltrache. effectivement. Voilà, donc l'affiche parle d'elle-même. Déjà, L'affiche parle l'affiche est d'elle-même, très colorée, hein, effectivement. beaucoup de couleurs. Donc, ça a commencé le 2, ça va se poursuivre jusqu'au 13 janvier et ça va se passer au niveau de la galerie Mohamed Rassim. Et la galerie, elle est très intéressante parce qu'elle est vraiment dans un endroit où vraiment on n'a pas vraiment la flemme de ne pas y aller, hein, parce que c'est vraiment l'avenue Pasteur, donc on passe par là-bas Exactement. généralement, c'est en plein cœur du centre-ville. Exactement. Donc très très accessible comme galerie, Très, très belle accessible. galerie d'ailleurs. hein. C'est vrai que c'est une très très belle Très, galerie. très Alors agréable. imagine avec tous ces tableaux, plein de couleurs, Oui. ça va faire du bien. Ah ça, hein. certainement, Voilà, certainement. pour les grands et les petits. Donc jusqu'au 13. Donc ça va se poursuivre jusqu'au 13, Très ça va bien. commencer le 2 janvier. On continue avec la 50e édition du club du livre de Méliana avec la présentation du roman de l'écrivaine Aïcha Kassoul. Donc ça va se passer aujourd'hui à partir de 14h au théâtre communal Mahfoud Touaré au niveau de Méliana. Donc si vous êtes dans les parages, c'est une occasion. En fait, c'est très intéressant ce genre de club de lecture. Je ne sais pas si tu remarques, Mina, mais au niveau des universités, par exemple, au niveau Exactement. des bibliothèques, aujourd'hui, on revient un petit peu à la, Il y à en a la de lecture. plus en hein. plus. De Et plus c'est en tant plus. mieux. À un moment au donné, club- c'est vrai au qu'il y a club eu de une petite, lecture, à un moment rupture. donné, il y a eu une rupture énorme. Oui. Je ne sais pas si c'est à cause de la technologie ou... Bah, on incrimine beaucoup la Voilà. technologie par rapport à la rupture avec la lecture, mais aujourd'hui, Exactement. c'est vrai qu'on ressent un petit peu ce retour. Donc on Et c'est voit tant mieux. au niveau des universités, des écoles, C'est des vrai. librairies, des bibliothèques, Beaucoup comme ça, de clubs de et lecture. beaucoup de jeunes. Et puis il y a des questions qui sont posées par les jeunes, mais très très intéressantes. hein. Donc ça va être très intéressant cet Ah, après-midi. certainement. Donc certainement. cet Rendez-vous pris à après-midi 15h. à 14h. 14h, pardon. Voilà, donc ça sera à 14h au niveau du théâtre communal Mahfoud Touaré à Miliana. Donc on avait parlé tout à l'heure, beaucoup d'activités au niveau Oui. des musées pendant ces vacances-là. Ça va encore se poursuivre, notamment au musée du Bardo. Donc ça va continuer jusqu'au 7 janvier avec toujours des activités comme l'art rupestre ou encore des fouilles archéologiques. Donc pour les grands et pour les petits. Donc ça va se poursuivre jusqu'au 7 janvier. On continue avec le musée national de Sétif. Donc cette fois-ci, ça sera le 11 janvier. Donc il va y avoir une petite activité autour de Yen Nayel pour la célébration de Yen Nayel. Le musée de Cherchel, donc ça va être le 18 et le 20 janvier. Donc le 18, ça sera des travaux manuels. C'est réservé uniquement aux petits. Ah, Voilà. c'est super intéressant. Voilà, ça. donc le 18, ça sera des travaux manuels et le 20 janvier, apprentissage du tifli. Donc ça sera réservé aux petits, donc le 18 et le 20 janvier. On continue avec l'exposition collective Souvenirs et patrimoine au niveau de la galerie Ahmed et Rabah Asla. Donc ça sera du 6 au 27 janvier avec des artistes comme Wahab Khaled Khouja ou encore Samir Fathallah et Yassine Nouar. Donc je rappelle les dates, donc du 6 au 27 janvier au niveau de la Fondation culturelle Ahmed et Rabah Asla. On continue, Nour, bien sûr, avec l'exposition de... Ok. Et comment Et comment On va pas passer à côté quand même. Ben non, ben jamais. Ben non. Surtout pas, on va le retrouver dans un instant. On va le retrouver dans un instant, mais là on regarde son affiche, donc l'exposition Gaza Rouh Ar-Rouh de l'artiste caricaturiste Barry Bou Khalfa. Donc ça va commencer le 6, donc du 6 au 25 janvier à la galerie Azouart. Intitulé et très évocateur, d'ailleurs on va en parler Exactement. avec lui. On aura dans plus un de petit détails moment. dans un petit Voilà. moment. Rouh, ça devient aujourd'hui un emblème Exactement. pour Gaza, effectivement. Tout à fait. Voilà, donc ça, ce sont les dates pour le week-end de la semaine. les Donc, on dates voit que c'est quand même très Le varié. week-end et la semaine, donc un petit peu de tout. Voilà, très varié. Donc, tout le monde est servi, finalement. Tout le monde est servi, les adultes, les enfants, donc un petit peu de tout. Et pour les sorties Voilà, cinéma, lecture, exposition, faudra attendre. sortie. Voilà, des expositions. Oui. Beaucoup d'expositions, beaucoup de vernissage pour cette semaine. Voilà. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Lina pour toutes ces informations. Avec Et puis pour la plaisir. météo, on se retrouve après le journal visite du midi. À midi. Après celui de et 19h, à 19h. pour un peu plus de détails. Tout à fait. N'est-ce pas? À 9h30. Oui.
pour Oui, un oui, pan oui, café. évidemment. Et comment? Bah oui, N'est-ce pas? évidemment. Voilà. On ne peut pas passer à côté du Jamais. débriefing. Ah En bah tout non. cas, merci beaucoup Mina. Allez, on se retrouve tout à l'heure et on continue. Ça va être pause musicale cette fois-ci, toujours en solidarité avec nos sœurs et nos frères les Palestiniens à Ksana. Et on se retrouve juste après. Sur le plateau, c'était donc Aksana en solidarité avec nos sœurs et nos frères les Palestiniens. On en parle à travers une très très belle exposition qui va se tenir samedi, comme on vous le disait en compagnie de Mina il y a quelques instants. Donc qui va se passer au niveau de la galerie Ezwart et Baqi Bouhalfa. Donc le caricaturiste est parmi nous. Baqi, bonjour. بونجور نور باقي كما يقولوا الناس زمان هذه مده وسنين ما تلاقيناش. هذه مدة وسنين صافي N'est-ce pas? بليزير صافي بليزير d'être ici aujourd'hui au plateau de Bonjour d'Algérie. Le plaisir est partagé. Baqi, Allah vraiment, c'est toujours un plaisir Allah de te يسلمك. voir, de te rencontrer, de discuter avec Merci toi. beaucoup, merci beaucoup. Ça Arbi fait Yahdak. plaisir. Alors, Baqi, une Merci. très très belle exposition se prépare pour samedi. On va en parler dans un petit moment, n'est-ce pas? D'accord. Mais sinon, le sport est au rendez-vous. Notre ami Fatah Abada est parmi nous. Fatah, bonjour. Bonjour Nour Houda. Comment ça va? Très se bien. passe bien? Toujours. Oui, super bien, super Alors, on bien. vient avec beaucoup de nouvelles. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, l'événement actuellement, c'est l'équipe nationale. Tout le monde le sait, l'équipe nationale est en préparation pour la prochaine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que d'abord, pour vous parler de tout le programme, le sélectionneur national a tenu une conférence de presse à l'amphithéâtre du stade Nelson Mandela le dimanche passé. C'était l'occasion pour expliquer ses choix, expliquer le choix des joueurs sélectionnés, le choix de la ville de Lomé au Togo, et ça c'était pour la similitude sur le plan climatique avec la Côte d'Ivoire, donc pour permettre aux joueurs de s'habituer. Et ensuite, le choix des sparring partners. Il faut savoir que l'équipe nationale va disputer 2 matchs de préparation, dont le premier sera demain, face à une sélection togolaise composée essentiellement de joueurs locaux. Et nos attentes par rapport à cette équipe? Non, c'est juste, en fait, c'est justement ce qu'il a expliqué le sélectionneur national. Il a dit, c'est pas tant
la qualité de l'adversaire que le fait de plonger les joueurs dans le climat de la Coupe d'Afrique. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a choisi que le premier match de demain face à la sélection togolaise se joue en présence du public, pour habituer les joueurs, surtout les nouveaux qui n'ont jamais participé à des compétitions africaines, genre Shaibi, Ait Nouri, les nouveaux Awar, pour les habituer au climat, c'est-à-dire comment ça se passe, l'ambiance dans le stade et tout. Ensuite, il y aura un autre match, le 9, face au Burundi. Ce match-là, il sera à huis clos. Pourquoi? Parce que c'est les derniers réglages. Le sélectionneur national devra mettre en place les schémas tactiques qu'il va utiliser durant cette CAN. Il y a eu beaucoup de, de soucis de contretemps. Le premier contretemps, c'était la défection de Amin Gouiri, le sociétaire du Stade Rennais, qui a déclaré forfait en dernière minute suite à une douleur au niveau du genou. Il s'est avéré que le joueur était déjà blessé. Ça a un petit peu contrarié Jamel Belmadi, mais il s'est dit, ce qui est fait est fait, j'ai des joueurs qui sont prêts, donc on va partir avec. Ensuite, la sélection s'est envolée le lundi à bord d'un vol spécial d'Air Algérie. Ils sont arrivés, l'après-midi même, ils ont commencé leur préparation, ils ont commencé leurs entraînements. Il y a eu déjà un petit bobo l'après-midi même, oui. Le nouveau rappelé, Raïs Wahab Mboulhi, le mythique gardien de l'équipe nationale, qui a eu un petit bobo de santé. Oula. Ça s'est vite dissipé du moment qu'il a repris le travail l'après-midi même, mais en personne avertie, le coach national a préféré rappeler un quatrième gardien, Moustapha Zarba, pour parer à toute mauvaise surprise. Il y a eu aussi quelques petits bobos de santé. Les gens se sont inquiétés, les fans, tout le monde s'est inquiété. Pourquoi les joueurs, ils sont grippés, ceci, cela. Il s'est avéré par la suite, selon nos sources, bien sûr, que c'est, les effets de la vaccination. Vous savez que quand on part en Afrique, on doit prendre pour la malaria et tout, on doit prendre des traitements et tout, une vaccination. Et comme toute vaccination, l'effet tout de suite, c'est des courbatures, c'est de la fièvre. C'est de la fièvre. Donc ça a pris une journée et demie pour la plupart des joueurs. Oui, rétablissement. Donc tout le monde est rentré. Fers Shaibi, Ryan Ait Nouri, c'est surtout les nouveaux, parce que les anciens, ils sont habitués, ils sont constamment en Afrique et tout. Donc voilà. Je disais donc qu'il a rappelé Moustapha Zarba, donc l'équipe nationale va rester avec 26 joueurs. Il n'y aura pas de 27e joueur. Jamel Belmadi a décidé de ne pas remplacer Gouiri. Oui. Alors, je disais pour les deux matchs, le premier se jouera demain face au Togo, le deuxième se jouera le 9 face au Burundi. Ensuite, le 10 au matin, la sélection nationale s'envolera à Bouaké, qui est à quelques 200 km, donc c'est juste à côté, pour prendre ces quartiers. Là, il faut signaler une chose très très importante, c'est que la Fédération algérienne de football, et à leur tête M. Walid Sadi, a mis tous les moyens à la disposition de la sélection nationale. Sachez, Norlouda, que nous sommes l'une des rares sélections, pour ne pas dire la seule, qui aura un hôtel à elle seule. Oui, il y aura le village africain. Les sélections se rendent dans le village africain, comme ça se passe un petit peu dans les compétitions comme ça. D'ailleurs, les autres équipes de notre groupe, l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, se rendent dans ce village africain. Donc, aucune discrétion, c'est-à-dire que ça sera ouvert, tout le monde peut voir tout le monde peut voir ce que font les autres et tout. Walid Sadi a dit non, notre sélection sera seule dans un hôtel. Donc, il a mis tous les moyens à la disposition de l'équipe nationale. Donc, il se rend là-bas le 10 au matin pour commencer la préparation. Et sachez que le premier match de la sélection nationale se jouera le 13. La Coupe d'Afrique commencera le 11. Mais le premier match de l'équipe nationale se jouera le 13 à partir de 20h. Au stade de Bouaké, le stade de Bouaké qui est l'un des plus beaux stades de cette Coupe d'Afrique. Juste un petit contretemps aussi, c'est plein de contretemps, c'est comme ça l'Afrique. Oui. Beaucoup d'imprévus. Oui, beaucoup d'imprévus. Pour la CAN de cette édition. J'allais dire, le sélectionneur le savait déjà, mais il ne voulait pas perturber. C'est que la nouvelle coqueluche de la sélection nationale, Mohamed Amin Amoura, sera absent lors du premier match pour raison de suspension. Vous savez que quand on reçoit des cartons jaunes, quand il y a un cumul,
une fois qu'on a atteint les 3 cartons jaunes, on est systématiquement suspendu pour le match suivant. Il se trouve que le premier match, c'est le match contre l'Angola. Mais de toute façon, nous avons les solutions de rechange, nous avons Bounjah, nous avons Slimani, nous avons Youssef Blaili. Donc, les Verts sont fin prêts pour entamer cette campagne africaine. Voilà, on a été complet sur la sélection nationale Nord-Huda. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Eh ben, beaucoup de courage, beaucoup de réussite, Voilà. beaucoup d'attentes de la part du public algérien, des 45 millions d'Algériens, n'est-ce pas? Ils attendent ça avec de gros yeux. Tout à fait. L'ambiance, comme le disent nos confrères journalistes là-bas, l'ambiance ressemble beaucoup à l'ambiance de 2019 en Égypte. Ah, oui. Donc c'est de bon augure. Et de toute façon, on sera là toujours avec la télévision algérienne pour donner des informations, des nouvelles sur l'équipe nationale, et notamment sur le Bonjour d'Algérie. On viendra régulièrement donner des informations sur notre sélection nationale. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, on va se retrouver très vite pour suivre un petit peu ce qui se passe dans cette édition. Promis, Nord-Huda. Merci beaucoup, Fatah. Fatah, on vous libère. Vous avez un montage dans quelques instants. Tout à fait. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Fatah. Allez, on se retrouve très, très bientôt, justement, pour suivre encore une fois ces éditions. Je reviens à toi, Baqi. Alors, Baqi, samedi, Inch'Allah, rendez-vous. Exposition Roh al-Roh. Alors, Roh al-Roh, il faut dire, c'est une expression aujourd'hui. Gaza Roh al-Roh. Alors, l'expression Roh al-Roh aujourd'hui, j'ai envie de dire, elle a une signification très profonde pour tous ceux qui sont en train de suivre ce qui se passe en Palestine, mais pour les Palestiniens particulièrement. Exactement. On commence par le titre Gaza Roh al-Roh. Je pense que le mot Roh al-Roh, c'est... quand on dit Roh al-Roh, c'est par rapport à l'histoire de Monsieur Khaled avec la petite fille. Vraiment, c'est une histoire Rim. C'est une histoire qui a touché le monde entier. J'ai inspiré par cette histoire de choisir le titre Gaza Roh al-Roh. Je pense que Gaza aussi, c'était une victime comme Rim. C'est une victime et j'espère que, mais l'espoir reste que Gaza, c'est pas. Nous sommes en train de la voir, Rim, avec son papy, parce que c'est son grand-père. Voilà, Gaza Roh al-Roh, c'est ça. Voilà, donc c'est de là où tu t'es inspiré du titre, un titre très accrocheur d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on ne passe pas inaperçu lorsqu'on entend Roh al-Roh. Vraiment, ça impacte toute personne qui a vu ces images qui ont fait le tour du monde, d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux. Exactement. Moi, dans l'affiche, j'ai travaillé sur le côté graphique et le côté visuel. J'ai essayé de choisir une thématique vraiment forte et aussi sur le côté graphique, j'ai essayé de choisir, c'est-à-dire le dessin, le cœur de Gaza avec le sang et avec les 4 couleurs de l'emblème palestinien. Et le mot Roh al-Roh, c'est une composition c'est-à-dire comment dirais-je, d'essayer d'exprimer et de parler de cette barbarie qui se passe là-bas. Et c'est une occasion aussi de faire la sensibilisation avec ma manière artistique aux gens pour ne pas oublier ce qui se passe là-bas et toujours, et chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Chacun à son niveau, chacun à sa place, chacun participer dans comme on dit, sa part du colibri. Alors, Baqi, ce sont des caricatures que tu vas exposer parce qu'on te connaît comme caricaturiste. Alors, ce sont des caricatures qui ont été éditées, publiées auparavant, ou ce sont des caricatures qui sont conçues pour l'exposition? Bon, sur le plan rationnel, si vous voulez, c'est des caricatures qui sont déjà publiées dans les journaux, dans ma page Facebook, la plupart, c'est-à-dire. Mais techniquement, j'ai travaillé encore sur ces planches, j'ai évolué le côté technique et j'ai même une projection avec quelques caricatures animées, c'est-à-dire c'est la particularité de cette fois-ci. D'accord. Et aussi, la particularité cette fois-ci aussi, c'est-à-dire, généralement, dans la caricature, moi j'utilise par exemple l'humour, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus, c'est des messages rationnels de sensibilisation et c'est des messages qui touchent, voilà. Les émotions beaucoup plus. Beaucoup les émotions. J'ai travaillé aussi sur le boycott, et c'est pour ça aussi c'est le choix de cette galerie Zouart. Je pense que ça tombe bien
parce que c'est un lieu que les gens ils viennent là-bas pour faire les courses, pour acheter des jeux. Alors c'est l'occasion de toucher les gens en direct et parler de l'effet de boycotter certains produits. Et c'est une guerre aussi, le boycott, c'est une guerre très intéressante. C'est une arme. On doit la gagner, on doit participer dans cette guerre. C'est vrai. Alors, Baqi, c'est vrai que lorsque nous avons travaillé longtemps ensemble, hein, n'est-ce pas, sur ce même plateau, alors c'était beaucoup de noir et blanc à l'époque, mais là je vois qu'il y a la couleur qui a été introduite, mais c'est un choix très judicieux ce que tu fais dans tes caricatures pour cette exposition particulièrement. Donc, ce sont des couleurs très spécifiques que tu as utilisées. Exactement. Je ne te cache pas, Nour Houda, qu'aujourd'hui, je profite de la technicité, de la tablette graphique, par exemple, de tout ce qui nous offre la technologie. Aujourd'hui, j'utilise un support comment dirais-je, électronique moderne, et je profite de ce qui me donne cet appareil, si vous voulez. Alors, c'est pour ça, si on voit par exemple ce dessin de Mahez avec le drapeau, on trouve beaucoup de côté artistique, beaucoup de richesses artistiques, beaucoup de richesses graphiques, des couleurs, des traits, avec une précision vraiment importante dans les dessins. C'est pour ça, je pense que j'ai profité cette fois-ci de cette technique, et j'ai profité de l'opportunité qu'il me donne pour vraiment donner un message très fort à travers cette... Même dans le choix des symboles, hein, donc on voit l'olivier qui revient, symbole de la Palestine, on revient encore une fois, on voit plutôt les colombes, donc symbole de la paix. Exactement. Donc beaucoup de la caricature, comme ça. c'est la sémiologie. La caricature base beaucoup plus sur la sémiologie. Si on prend une planche de caricature par exemple, on peut la partager en deux volets essentiels. Le côté rationnel, c'est-à-dire l'idée, l'histoire, tout ce qui est rationnel dans la planche, et le côté c'est-à-dire technique. La technique, c'est les couleurs et les formes, et ces formes qui véhiculent beaucoup plus, comment dirais-je, le côté sémiologique. Les signes, les formes, les couleurs, la sémiologie. Les codes. Exactement. Et un bon dessinateur, c'est lui qui c'est-à-dire, utilise ces formes et ces couleurs et ces signes dans leur place pour une expression forte. Voilà, donc ça c'est pour l'exposition. Donc encore une fois, Baqi, à ta manière, comme tu le dis, donc chacun d'entre nous participe à la sensibilisation, surtout à informer de ce qui se passe aujourd'hui à Arza. Mais sinon, dans cette exposition aussi, d'autres messages de sensibilisation, d'éducation aussi, par rapport à l'asphyxie au monoxyde de carbone, par rapport donc à plusieurs accidents de la route. Donc beaucoup de sensibilisation à travers ton travail. Les dessins qui passent, c'est-à-dire ce ne sont pas tous les dessins que je vais exposer à l'exposition. Non, j'ai choisi ces exemples pour passer un message aux gens que la caricature, pas seulement l'humour et la satire. C'est vrai. Pour passer un message que la caricature aussi peut jouer un rôle de sensibilisation. C'est-à-dire si on voit ce dessin de sensibilisation contre le gaz, les fuites de gaz, pour dire que la caricature véhicule un message de sensibilisation. Et il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas qu'un caricaturiste, c'est-à-dire parler de Gaza. Gaza, c'est quelque chose de mal, quelque chose qui ne touche. Ils disent concernés. Exactement. Ils disent quel est le rôle entre quelque chose d'humour et de satire, avec quelque chose de guerre et tout. Et moi, je passe le message que la caricature peut passer ce message et peut jouer un rôle important dans la sensibilisation. Alors, il faut dire que la caricature, c'est vrai que c'est de l'humour, que c'est de la satire, etc. Mais ça reste toujours un message, ça reste toujours un moyen d'information, un moyen pour véhiculer un message. C'est pour ça d'ailleurs que les médias comptent beaucoup sur les caricatures. Beaucoup de médias, d'ailleurs même à la télévision, nous avons passé beaucoup d'années, n'est-ce pas, à véhiculer des messages à travers tes caricatures à toi.
notamment dans ma rubrique, hein, on a la philatélie à Exactement. l'époque. Mais sinon, c'est vrai que la caricature est un art qui est pratiqué dans le monde entier et donc c'est aussi une façon de s'exprimer dans le monde. Donc il y a aussi des caricaturistes palestiniens qui sont très connus dans ce monde-là, justement pour informer à leur manière, pour sensibiliser à leur manière ce qui se passe aujourd'hui comme barbarie à Gaza. Et tu comptais nous en parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Très bien dit, Nour Houda, merci beaucoup. Aujourd'hui, n'oubliez pas que nous sommes dans une guerre. Et les médias aussi, ça fait partie de cette guerre. Et l'image, c'est l'arme des médias. Oui. Et nous, les caricaturistes, c'est nous qui fabriquons ces armes. Oui. C'est nous qui donnons les armes aux médias pour lutter contre les sionistes, contre la barbarie. C'est pour ça qu'on doit partager, on doit fabriquer des dessins pour fournir aux journalistes Oui. pour continuer cette guerre. Quand on parle des caricaturistes palestiniens, moi personnellement j'aime beaucoup Nabil Ali. C'était une icône de caricature. C'est une icône. C'était une icône de caricature Oui, dans le monde arabe. Et je garde même, mais c'est son personnage Handala. Handala, oui. C'est très important, voilà. Oh là là! Ah, c'est magnifique là. Et Handala qu'on voit toujours de dos d'ailleurs. exactement, Oui. c'est son personnage Ah, qui ça, est c'est toujours magnifique, ça, c'est très mignon. Je sais exactement. pas si on peut le voilà, voir. Voilà. Voilà qu'on voit Handala. toujours de dos. Toujours de dos, il attend le jour que la Palestine sera libre. Ouais. Il va retourner, Inch'Allah. Ouais. Ça C'est ne va magnifique. pas prendre du temps. Oui. Et aussi, aujourd'hui, on a un ami très, très important dans la caricature en Palestine qui s'appelle Ala Al-Laqta. C'est un ami personnel. Il fait de beau travail. Son rôle très, très important dans les médias et dans cette guerre médiatique. Voilà. Je ne sais pas si on a vu des images. Voilà, Voilà. le dessin, Ah oui, celle-ci, je l'ai vue. c'est Ala Al-Laqta. Oui. Ala Al-Laqta, c'est la Celle-ci, carte, on voit la carte de Gaza avec le Oui. coteau et les Palestiniens dans le côté, à gauche de Oui. l'image, c'est-à-dire c'est une image qui qui nous touche. Oui. Là, Là c'est les hôpitaux, les médecins et tout contre ce qui se passe. Voilà, le Et système de Gaza, santé qui a voilà. été sauvagement attaqué, effectivement. Ouais. Moi, je n'arrive pas à exprimer, c'est-à-dire, j'écris beaucoup plus mieux qu'avec le dessin que Oui. parler des dessins. Oui, Voilà. c'est vrai. Là aussi, c'est très expressif. C'est une comparaison entre les Ah, c'est le enfants, quotidien, un peu le des quotidien, enfants. voilà, des Palestiniens et les enfants du monde entier. Et c'est leur quotidien, mine de rien. Oui, c'est. C'est pour ça que, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a le hashtag, j'imagine, sur les réseaux sociaux. N'arrêtons pas de parler de Gaza. Il ne faut pas que ça devienne une habitude, ce que nous voyons sur Gaza. Exactement. Et ça, c'est une façon, justement, C'est une d'en façon. parler toujours, de sensibiliser à chaque fois. Exactement. Oui, vas-y. Oui, j'allais dire de sensibiliser et d'informer le monde C'est à très- chaque fois de ce qui se passe. C'est très important et c'est pour ça, Nour Houda, c'est pour ça que j'ai changé ma méthode, c'est-à-dire de s'adresser au public, aux lecteurs, c'est-à-dire de faire cette exposition aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas organisé une exposition. Cette fois-ci, comme si je suis militant dans cette cause juste, j'ai essayé d'organiser cette exposition pour, c'est-à-dire toujours donner de la matière et pour encore parler de cette cause, pour ne pas, c'est-à-dire oublier cette cause. C'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'elle que devienne une la habitude surtout. Exactement. C'est donner des événements, des nouveaux événements pour donner une autre occasion pour parler de cette cause aussi. Voilà. Des fois, quand je demande l'avis aux gens ou bien des nouvelles de la cause palestinienne, des amis qui me donnent que j'ai arrêté de voir les vidéos parce que c'est des vidéos choquantes. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas. Il ne faut pas arrêter. Oui. Exactement. On doit toujours solidaire avec nos frères et nos sœurs. On doit toujours parler. On doit toujours créer des occasions pour parler, pour revenir sur cette cause
Et Juste. justement, c'est parce qu'on en parle tout le temps, c'est parce qu'on partage à chaque fois donc toutes les nouvelles sur Razak. Aujourd'hui, les consciences internationales se sont réveillées. Hein. Donc aujourd'hui, on voit des manifestations partout dans le monde, des manifestations de solidarité surtout un peu partout dans le monde, même au niveau des universités, au niveau des écoles, au niveau des... Et donc tout ça, c'est justement grâce à tout le travail qui se fait, notamment Exactement. des artistes, notamment des caricaturistes, n'est-ce pas, Barry? Oui, oui, et n'oublie pas aussi un point très important, c'est comment dirais-je, dans les réseaux sociaux par exemple, on trouve toujours une confrontation, c'est-à-dire toute matière parle sur Gaza. C'est une matière qui ne passe pas, c'est sur les réseaux Oui, sociaux. Je ne sais oui. pas comment ça, le terme exact c'est, mais c'est pour ça on doit toujours créer des nouvelles thématiques sur Gaza. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un partage quelque chose, une caricature ou un événement, une vidéo sur Gaza, on trouve dans les réseaux sociaux, il y a quand même, comment dirais-je, un embargement. Il y a toujours Il y a des algorithmes comme ça qui essayent exactement. de cacher certaines publications. Exactement. C'est une autre guerre qu'on doit Oui. la confronter, nous, Voilà. comme des gens qui supportent et qui engagent dans cette cause. juste. Effectivement. Voilà. Alors, Barry, on rappelle l'exposition, donc ce sera samedi, Inch'Allah. Le vernissage, c'est samedi à 14h, samedi 6 janvier à 14h à la galerie Zouart, à Bab Zouar. Soyez les 14h. bienvenus. C'est jusqu'à quand, Barry? Jusqu'au 25. Jusqu'au 25. De 6 jusqu'au 25. Mais le samedi, c'est le vernissage. C'est très important de Oui. venir les gens. Et j'invite tout le monde à venir toucher les caricatures en Oui. direct, discuter, donner des avis, voir ce qu'on a parlé sur le boycott, Oui. par exemple. Et voilà, critiquer, donner de... Oui, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Bakay. On te souhaite beaucoup de succès pour cette exposition, pour tout ce qui va venir. Hein, et très Merci heureuse de beaucoup. t'avoir revu aujourd'hui. On se verra samedi. Hein, je viendrai, Inch'Allah, au Merci. Vernissage. Donc Marhaba, soyez marhaba. nombreux pour cette très belle exposition qui se promet. Et donc, ça va se faire samedi, Inch'Allah, à partir de 14h. Bakay, merci Oui, à partir beaucoup. de 14h, Encore une ouais. fois, à toi et à très bientôt. On continue encore une fois. Ça va être Je te donne Ah, c'est gentil, Bakay, merci beaucoup. C'est le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir. Merci, j'ai eu le petit Hamdallah, finalement. Merci beaucoup, Bakay, c'est vraiment très gentil. Vraiment, cadeau très précieux, en tout cas. Merci beaucoup, Bakay, vraiment, c'est gentil. Voilà, donc on continue. Et ça va être une chanson palestinienne qu'on vous propose et on se retrouve juste après. Voici, nous allons nous intéresser à l'astronomie, puisque nous avons des passionnés parmi nous qui reviennent d'une très belle expérience qui s'est déroulée à Gherdaya. Nous en parlons ce matin en compagnie de Monsieur Rachid Khalwat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes accompagné donc de deux jeunes, à savoir Mohamed Anis Mahiout. Mohamed, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va. Content d'être parmi nous? Non, il n'est pas content. Il va réfléchir s'il est content ou pas. Et parmi nous également, Mélissa, Larkesh. Mélissa, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça se passe bien? Contente, Mélissa, d'être parmi nous? Ah, voilà. Alors, Mohamed, on a réfléchi, on est content d'être parmi nous? Bien sûr. Bien sûr. Ah, il fallait juste donner un petit temps de réflexion. Alors, je reviens à vous, Monsieur Khalwat. Donc, vous êtes des passionnés d'astronomie, C'est ça. n'est-ce pas? Alors, vous êtes organisé comment, justement, pour développer un petit peu cette passion pour l'astronomie? D'abord, l'astronomie, je l'ai commencé en 1990. Oh, ça remonte C'était à loin, Oui, c'est très loin. Nous ne sommes pas encore nés. À l'époque, il y avait beaucoup de clubs d'astronomie. Il y avait, on peut dire, une dizaine de clubs au niveau national. Je peux citer quelques-uns. Il y avait le Biruni d'Alger, il y avait le Betani d'Oran, il y avait le Kindi aussi d'Alger, la Petite Étoile de Douira, le Ithran de la Oulaye de Tizi Ouzou, il y avait l'Islah de Gherdaya. Ce qui fait que c'était le premier club qui a lancé l'activité astronomie dans le secteur de la jeunesse et le mouvement associatif. Après, bien sûr, c'est développé vers d'autres clubs au niveau national. Malheureusement, les dernières années, il y avait la disparition qu'on n'arrive pas à comprendre comment ils sont partis ces clubs-là. Il n'y avait pas une relève, il n'y avait pas un suivi. Oui. Mais Dieu merci, ces dernières années, avec ces nouvelles rencontres, dont la dernière participation à Gherdaya, c'était le premier cours scientifique d'astronomie. L'initiative est venue de la Ligue scientifique de la Oulaye de Gherdaya. Et l'opération a été chapeautée par le ministre de la Jeunesse et du Sport.
il y avait la participation de 7 clubs au niveau national, vu qu'il y a 7 clubs qui restent actuellement sur le terrain. Espérons avec ce camp. Le camp d'abord, c'est une formation. On va revenir justement au camp. Je donne juste la parole aux jeunes rapidement. Alors Laetitia, passionnée aussi d'astronomie? Oui. Alors, d'où vient cette passion? Comment on a pris contact avec Monsieur J'ai Khaled? déjà été invitée à une observation astronomique de ma copine et ça m'a vraiment inspirée. Du Voilà, coup, donc je me c'était le suis dit déclic. ouais, C'était le ça. déclic. Qu'est-ce qu'on voit de beau? Tout est beau, Ouais. n'est-ce pas? Et Mohamed, comment il est venu Depuis que à j'étais l'astronomie? petit, j'adorais observer des étoiles, les lunes, les galaxies, ça m'intéressait trop. Depuis que j'étais petit. D'accord, et comment donc tu as intégré un petit peu le club? Ils ont fait une exposition dans notre quartier. Et ils ont fait des constellations et tout. C'est ce qui m'a aidé. Et tu t'es dit, voilà, c'est l'occasion, Ouais. n'est-ce pas? C'est Je viens l'occasion à de ne voir pas rater. Voilà. Voilà. Alors, Monsieur Khaled, on revient à vous. Donc, ce qui s'est passé à Ardaya, vous disiez, c'est un programme carrément, c'est un programme de formation, Effectivement. n'est-ce pas? Alors, parlez-nous un petit peu donc de cette collaboration déjà entre vous, entre votre club et celui donc de Ardaya. D'abord, j'étais désigné par la direction du sport comme chef de délégation. On a deux structures qui ont préparé cette rencontre pour la Wilayah Tizi Ouzou, le Centre de loisirs scientifiques et la Ligue des activités scientifiques de la Wilayah Tizi Ouzou. Alors, sur place, il y a cette rencontre, c'est une relance. D'abord, comme je viens de vous le dire, l'initiative venue de la Ligue scientifique de Ardaya. Oui. D'abord, c'est une région magnifique, extraordinaire pour les observations. Le sud, C'est l'une des 7 merveilles une de raison l'Algérie, Ah, hein. effectivement. Et ils ont aussi cette culture du savoir et de la science. Et là, les initiateurs ont proposé au ministère, et le ministre a pris la décision de chapeauter l'opération. D'abord, il était sur place, il a inauguré le cours scientifique. Ce qui est bien par rapport à ce genre d'activité, c'est qu'il y a le côté pratique, il y a le côté loisir, côté détente et observation. C'est-à-dire qu'il y a les sciences théoriques sur place la journée, et les soirées, c'est des observations avec des outils qu'on utilise, les télescopes et les lunettes astronomiques. Et les 7 wilayas, on a constaté quand même qu'il y a des enfants, des jeunes qui sont très intéressés, très passionnés, et notre rôle est de les encadrer. Ce qui est bien dans ce cas-là, il y avait la fusion entre les amateurs et les professionnels, avec la participation de CRAG, le Centre d'astronomie astrophysique et la géodésie de Bouzaria. Il y a aussi des associations spécialisées en astronomie. Dieu merci que les associations commencent à se spécialiser dans l'astronomie. Avant, c'était toutes les associations, les structures. Et là, il y a la spécialisation. Et les gens... Ils ont quand même pris en considération cette relance, espérant qu'il y aura d'autres rencontres. Parce qu'avant, il y avait des rencontres scientifiques sur l'astronomie, l'informatique. Moi, je me souviens, ma dernière rencontre sur l'astronomie, c'était en 2011 à Tamarasset. C'était une rencontre sur les randonnées et l'astronomie. Il y avait un nombre très limité de clubs. Mais là, je pense la relance. Maintenant, il y a les moyens, il y a les télescopes, il y a les lunettes. Avant, Il y a la la majorité... volonté, il y a les passionnés. Oui, bien sûr. Parce que l'astronomie, d'abord, c'est une activité fascinante, amusante et spectaculaire. Spectaculaire. Pour les enfants, pour les adultes. Alors justement, là vous dites que c'est un programme de formation. Donc ce programme de formation, là il y a amateur, professionnel, vous l'avez si bien dit. En fait, il est destiné à qui? À quelle frange de la société? À quelle catégorie? L'astronomie, d'abord, elle se base sur les probabilités, les théories, sur la mythologie aussi. Oui. Si on parle de constellations, on parle d'horoscope, si on parle d'abord des constellations, l'hémisphère nord, nous avons quand même une quarantaine de constellations. Constellation, c'est un ensemble d'étoiles. On parle d'Orion, on parle de la grande ours, la petite ours, la casserole, la petite casserole, la grande casserole, Cassiopée et autres. Et là, c'est une mythologie, c'est un ensemble d'étoiles. On imaginait des animaux, des poissons et pas mal de trucs. Alors excusez-moi, je vous arrête juste par rapport à cela, je reviens aux jeunes. Alors Laetitia, on reconnaît les différentes constellations? Oui. Oui? Tu arrives à les reconnaître facilement? Pas facilement. Non, pas facilement, il faut toujours un encadrement par rapport à cela. Mais sinon, Mohamed? Pas vraiment. Pas vraiment encore. On a encore besoin d'apprentissage, hein, encore besoin de travail dans ce sens. C'est d'initiation d'abord. Oui. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on n'utilise pas les termes scientifiques. L'idéal, c'est d'utiliser les termes littéraires. C'est de simplifier la science. C'est ça. La pédagogie qui est très importante. Oui, pour ne pas qu'il y ait rupture, parce bien qu'après, sûr, si on ne comprend pas la terminologie, on doit fasciner. D'abord, il y a l'initiation, les notions de base. C'est quoi l'astronomie? Comment quelle est l'astronomie? Ce qui est dans l'univers, parce que nous, d'abord, la Terre, on fait partie de l'univers. Et dans le ciel, il n'y a pas uniquement les étoiles, il y a les constellations, il y a les galaxies, il y a les planètes. Et là, on doit fasciner d'abord la personne
d'utiliser les moyens didactiques et pédagogiques, ce qu'on a actuellement les data shows. Oui. La photographie aussi. C'est à partir de là, on essaie d'inculquer chez l'enfant, bien sûr le jeune, l'activité et de lui donner quelques notions de base. C'est à partir de là de passer à la pratique. La meilleure façon d'apprendre une activité, c'est la pratique. C'est la pratique. La oui. formation, c'est des formations. C'est pas des formations académiques, c'était des formations, je dirais, d'information, de leur donner le maximum d'informations. Et ce qui est bien, le soir, on faisait des observations astronomiques. Ils ont observé quelques constellations. On ne peut pas donner tout en une semaine, Oui. mais déjà de les attirer à aimer l'activité. Et à partir de là, ces gens-là, espérons qu'ils seront peut-être les pionniers, Inch'Allah. les nouveaux pionniers, une nouvelle équipe de pépinières qui va relancer l'astronomie, parce que dans le monde entier, l'astronomie est une activité très importante. Très importante et très Elle y a propagée, enseignement d'ailleurs. dans les établissements scolaires. C'est vrai. Il y a des instituts spécialisés. Malheureusement, dans notre pays, on n'a pas encore d'instituts spécialisés. Le seul centre qui existe, c'est le centre d'astronomie astrophysique et de la géodésie de Bouzaria. Malheureusement, il y a des anciens télescopes qui ont été laissés. Ils ne sont pas encore opérationnels. Très bien. Alors Laetitia, tu as participé à ce programme donc, du Semaine à Herdaya. Alors parle-nous un petit peu de ta expérience. C'était un bon séjour. On a eu l'occasion de parler avec plusieurs animateurs compétents, comme monsieur. Et on a fait des formations, on nous a fait plusieurs formations. Quel genre de formation? Sur l'astronomie en général. On a eu une idée générale sur l'astronomie. On a fait des observations astronomiques. C'était on comment a les visité- observations spectaculaires? Ouais. Splendide. Ah, j'imagine. Déjà, rien qu'à voir à l'œil nu, déjà, c'est spectaculaire. Alors, quand on a le matériel pour... On a utilisé même la VR, la réalité virtuelle, pour voir les constellations et tout ça. On a visité la ville de Herdaya, qui était... Ah, ça c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable, hein. ouais, N'est-ce pas? Un peu de vraiment. tourisme. C'était ça. Voilà. Alors, Mohamed aussi, tu as participé donc à ce programme. Parle-nous un petit peu de ton expérience. C'était un séjour amusant qui nous a aidé à accueillir plusieurs informations. On a fait plusieurs conférences avec des profs, des ingénieurs en astronomie, comme M. John Aïssa, M. Félix Kamel, qui nous a donné plusieurs informations. On a fait des observations astronomiques. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces observations? On a regardé plusieurs planètes et des galaxies. Tu as vu? Plusieurs galaxies, oui. Quelle chance. Ah, je suis jalouse, moi. Ah, de beau matin, je suis jalouse. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus vraiment impressionné? Tu as vu que c'était carrément la vue. Du coucher du soleil. Ah, ouais, j'imagine. Ça doit être vraiment magnifique. Oui. Magnifique. Alors, des projets pour l'astronomie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Tu y penses? Oui, vraiment. Oui, pourquoi pas, Mohamed? Mohamed a toujours besoin d'un temps de réflexion. Hein. D'accord, je te reposerai la question d'ici quelques instants. Ce qui est bien, ils sont dans un centre de loisirs scientifiques à Tizi Ouzou, Voilà. ils ont des outils. C'est vrai que là, c'était deux éléments très importants de la formation, qui est Johnny Babaïssa. C'est un ancien amateur, il était dans un club d'astronomie. C'est un habitué de Bonjour d'Algérie. Il vient souvent, Maintenant, il est d'ailleurs. devenu un chercheur au niveau de centre d'astronomie astrophysique de Bouzaria. Sincèrement, le centre d'astronomie astrophysique et la géodésie de Bouzaria, c'est un acquis pour l'Algérie et c'est un acquis pour les clubs parce qu'ils sont là, ils sont disponibles à tout moment. Il y a aussi M. Demri que je tiens à saluer de ce plateau. C'est des gens qui sont disponibles, ils le font gratuitement, sans aucune contrepartie, dans le maximum de leur savoir. Et il y a aussi Fahis aussi, qui est un amateur. Et là, il est cadre de la jeunesse de la Wilaya de Mdia. Il est toujours disponible à transmettre son savoir-faire. Pour les projets, il y a beaucoup de projets. Certes, actuellement, il y a l'État qui est en train de prendre en considération ces projets. Déjà, le ministre, il a pris une décision avec les gens de Herdaya de lancer un observatoire d'astronomie, parce qu'on a besoin. Ah, ça va être un grand acquis. Bien après. sûr, si on prend déjà Tamarasset, moi j'y étais, c'est comme le ciel, il est proche. D'abord, il y a des sites magnifiques, extraordinaires. On parlait de coucher de soleil. Un des plus beaux couchers de soleil, c'était à Tamarasset, tout le sud algérien. Et là, on a besoin de sites d'observation. Actuellement, on est en train de développer le bivouac d'astronomie. C'est vrai, on peut faire une soirée, mais passer une semaine sous les tentes, dans les hautes montagnes. Oui, bien sûr, avec les gens. Voilà, voilà, avec plaisir, vous êtes la bienvenue. Et là, parce qu'il y a une chose
que l'observation d'abord à l'œil nu. Les constellations qu'on voit en hiver, ce n'est pas les mêmes qu'on voit en été. Oui. Il y a aussi les planètes, ce n'est pas les mêmes qu'on voit. C'est vrai qu'actuellement, il y a Vénus, il y a Jupiter, il y a Mars qu'on voit à l'œil nu. Il y a aussi, on voit un nuage l'été, et ce n'est pas un nuage, mais c'était un bras de galaxie. C'est là où située la Terre. Notre galaxie, c'est la Voie lactée. Comment on voit que la galaxie elle est spirale? Je vais vous donner juste quelques informations. Oui. Une galaxie, elle se compose de 10 à 100 milliards d'étoiles. Le Soleil, c'est une étoile parmi les milliards d'étoiles. Ouais. Et actuellement, ils ont découvert une centaine de milliards de galaxies. Comment que vous voyez que l'univers, le cosmos à l'infini, voilà. Ce qui fait qu'il y a des découvertes quotidiennes. Il y a aussi avec le grand télescope Hubble, il nous a envoyé des photos extraordinaires. Et là, c'est les observations, mais il y a aussi la pratique. On est en train de lancer la microfusée. La microfusée, c'est juste, on prend une bouteille d'eau minérale. Avec une pompe à vélo, on peut lancer jusqu'à une centaine de mètres. D'abord, on récupère la bouteille qui nuit un petit peu l'environnement, lui donner valeur artistique, scientifique. En même temps, il y a la propulsion. C'est à travers ce genre d'activité, d'abord il y a des outils, on peut aussi construire des cerfs-volants, on peut aussi construire des systèmes solaires. C'est à travers ces pratiques avec les enfants qu'on peut arriver à transmettre l'activité et surtout à faire aimer l'activité. À faire aimer et la propager surtout. Et voilà, et donc constituer une nouvelle génération finalement de passionnés d'astronomie. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Bravo à vous, les jeunes. Mohamed, tu as réfléchi par rapport à ce que tu vas faire de l'astronomie? Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, on va réanimer cette activité, partager les informations qu'on a recueilles par les profs, M. Baba Issa Djouna et M. Justement, il y a une photo apparemment avec M. Djounaï. On va la voir dans un petit moment. Alors, Laetitia aussi, on va continuer un petit peu on va continuer un petit peu avec l'astronomie. Oui. Inch'Allah, en tout cas, très très belle continuation à vous. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle continuation et beaucoup de succès dans ce que vous allez entreprendre dans le monde de l'astronomie. Je rappelle, Monsieur Rachid Khawad, vous étiez parmi nous, Mohamed Anis Mahyout aussi et Laetitia Larkesh, voilà, tous passionnés d'astronomie. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue cette fois-ci. On vous propose une balade à Shreha et ça va se faire en compagnie de l'ami Abou Bouddha. On se retrouve juste après. À Shriha, en ce vendredi, la température atteint les 6 degrés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était une véritable journée d'hiver où pluie et froid étaient au rendez-vous. Certaines familles ont même acheté sur place bonnets et gants pour les enfants. احنا برج البحري انا الجزائر حاجه باينه ولازم بروده باسكو هنايا بزاف الله يبارك. Cette magnifique forêt de cèdres centenaires, de chênes et d'ifs attire les amoureux de la nature et du sport en plein air. C'est l'association sportive des médecins du Grand Alger et l'association Bouchaoui Athletic Club. Et ça, c'est le groupe des téméraires. Voilà. Et nous pratiquons 3 fois par semaine, régulièrement, dimanche, mardi et vendredi matin. Là, pour cette saison, c'est la première fois qu'on monte à Shreha. Donc c'est autour de 11 km, 12, entre 10 et 12 km parce que c'est l'altitude. Mais sinon, l'entraînement régulier, celui du vendredi, c'est plus que ça. Ça peut être 20, ça peut être même plus. Ça dépend de la préparation. On renaît, c'est une renaissance. D'accord, on renaît. Chaque vendredi, c'est une nouvelle vie. C'est repartir à zéro. C'est vider son sac, y croire encore. Et ça va qu'on a un bon cœur, qui respire encore et qui a encore de l'espoir. Voilà, grâce à votre coach. J'étais fumeur, j'ai arrêté la cigarette, ça fait 23 ans. Et je me suis mis à la marche. Depuis qu'il a arrêté la cigarette, il n'arrête pas de courir. C'est ça l'avantage. Et je vous signe encore j'ai 2 stents. Et je continue le même rythme. Arts martiaux mixtes. Dans cette discipline, Abdelhak prépare une compétition à Tunis et s'entraîne très tôt le matin.
هذا حنا الجروب تاعنا. وانا دوك عندي بريباراسيون، عندي نلعب في تونس ان شاء الله 3 جونفي 2024 ام ام اي تاع الكاجا، سبور دو كاجا تاع كومبا في تونس. صافي لنا بريباراسيون دوك. Combien de kilomètres vous montez de... شوفي هي نورمالمون فيها طريق فيها والله ما نكذب لك 25 كيلو 31 كيلو طريق، بصح حنا ما نطلعوش طريق، حنا نطلعو قطوع. بيان سور اللي هو نقي لي بومو فيها بزاف صوالح، لا مارش مليحه. Le parc national de Shreya est une réserve mondiale de la biosphère. Chaque week-end, il accueille des milliers de visiteurs pour ses paysages, sa nature et son calme. جينا توت لا جورني باش نريحو لهنا نجو نفيزيتي ونشوفو كامل فوالا نقعدو حتى العشيه جبنا تو سكيل فو بور باسي توت لا جورني يعني عندنا كلش جبناه معانا بيان سور باش نستمتعوا بهذه الطبيعه طبيعه ما شاء الله. Le parc s'étend sur une superficie de 26 000 hectares et abrite dans les 1200 espèces végétales et animales. Cet important potentiel de biodiversité est à protéger absolument. Avis aux visiteurs. Et de retour sur le plateau, c'était donc une virée à Shreya en compagnie de Lamia Boudbouda. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une autre catégorie de la société, à savoir les autistes, mais surtout l'équithérapie comme une véritable thérapie pour la prise en charge des autistes. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre amie Mouna Djabali. Mouna, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Eh ben, ça fait 1 an, parce que la dernière fois, je me rappelle, on s'est souhaité bonne année aussi. Voilà, bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux. C'est toujours bon. Hein, oui, ça marche toujours. On est à 4 jours. Hein, c'est ça. De non, là, on a le droit, on a complètement le droit. Très bien. Alors, on peut se souhaiter bonne année toute l'année. Hein, oui, c'est mieux. N'est-ce pas? Chaque jour, finalement, est une aubaine. Exactement. Surtout pour la communauté des orthophonistes, vous rencontrez toujours ces enfants que vous voyez toujours finalement en perpétuelle évolution, n'est-ce pas? Oui, et puis c'est un sentiment de gratification incroyable que de voir ces enfants-là. Je dis rien que voir tes yeux qui pétillent aujourd'hui lorsque tu en parles. Alors, aujourd'hui tu as insisté, donc je rappelle que tu fais partie de l'association Amel, donc l'association Amel qui est pratiquement le seul centre d'équithérapie en Algérie, oui. Qui est situé à l'intérieur du parc zoologique de Ben Aknoun. Donc on a la chance de bénéficier d'un cadre naturel incroyable, ce qui est associé à l'équithérapie, le combo parfait. Déjà le cadre lui-même, il nous rappelle notre enfance, n'est-ce pas? Parce que c'est là-bas que nous avons tous grandi, hein, pratiquement avec le parc d'attractions, n'est-ce pas? Et le train. Le train. Le train qui nous emmène d'ailleurs du parc d'attractions vers le parc zoologique. C'est vrai. Voilà. C'était ça un petit peu la trajectoire. Alors cette fois-ci, donc, tu voulais beaucoup plus insister sur l'équithérapie qui reste quand même une thérapie à part entière. Hein. Ce que tu me disais pendant qu'on voyait le reportage de Lamia Boudbouda, c'est pas seulement pour les autistes, mais c'est pour tout le monde. Voilà. Alors c'est vrai que nous, depuis 12 ans, maintenant, avec l'association Amel, on s'est vraiment concentré sur les enfants autistes et les enfants atteints de syndrome de Down. Syndrome de Down ou appelé trisomie 21 aussi. Mais plus généralement, en fait, on découvre que l'équithérapie, c'est une thérapie vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un trouble particulier pour bénéficier finalement de tous ces bienfaits. C'est vrai. Et voilà, moi aujourd'hui, je suis venue vous parler et vous dire, imaginez simplement cet enfant autiste qui ne peut pas parler, qui grâce à l'équithérapie va pouvoir développer un nouveau type de communication. Ou alors encore une personne qui fait une dépression et qui va avoir besoin de justement d'extérioriser, de se changer les idées, ce sera aussi pour elle. Ou même un médecin qui tous les jours travaille et qui subit un stress quotidien avec les blocs et qui a envie simplement de s'évader, de relâcher ce stress. Et au fait, Mouna, pardon, d'où vient un petit peu la magie du cheval? Parce que le cheval, déjà, rien qu'en le voyant, n'est-ce pas? Rien qu'en le voyant, déjà, c'est une sensation assez particulière. Alors, être en contact direct avec le cheval, ça a vraiment un impact sur la psychologie de la personne. Alors, d'où vient un petit peu cette magie? En fait, déjà, quand on regarde historiquement parlant, c'était le père de la médecine, Hippocrate,
qui conseillait à ses patients justement des balades à cheval. Donc déjà de là, il y avait un intérêt spécial pour le cheval parce qu'on remarquait justement ce pouvoir dont vous parlez, cette magie dont vous parlez. Et puis plus tard, nous, en islam, comme je vous le disais juste avant, dans le Coran, Rukub al-Khayl, c'est pas pour rien qu'on nous a parlé de Rukub al-Khayl. C'est parce que justement, il a un certain pouvoir. Et c'est à nous justement d'essayer de l'étudier, de le voir. Bon, je vous ai ramené un tas de citations historiques parce qu'on voit au fur et à mesure Tu veux bien partager quelques-unes avec nous? J'ai vu qu'en 1751, déjà Diderot, dans l'encyclopédie, il lui a dédié carrément un écrit qu'il a appelé « De l'équitation ». Et de ses conséquences pour maintenir en bonne santé et pour la recouvrer. Donc ça, c'est déjà au XVIe siècle. Hein. C'est ça. Déjà en au XVIe siècle, 1751, on était déjà là à observer. Mais bon, Hippocrate, c'est la Grèce antique aussi. Donc voilà, c'est bien avant Jésus-Christ, c'est bien avant... On est à plus de 2000 ans. C'est ça. Donc l'équithérapie, c'est une thérapie qui a toujours existé et qui a toujours eu des bienfaits qui sont reconnus. Et les résultats sont là. C'est ça, on voit des résultats. Et puis après, plus tard, juste le siècle dernier, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, en Scandinavie par exemple, ils utilisaient le cheval pour tout ce qui est les vétérans de guerre et leur syndrome de stress post-traumatique. Donc ils remarquaient justement cette baisse d'anxiété. L'apaisement. C'est ça, l'apaisement en fait, que retrouvaient ces personnes qui avaient vécu des moments très difficiles et très stressants. Et le cheval était le seul compagnon qui pouvait justement les aider à aller mieux. Voilà. Alors pour revenir encore une fois aux autistes, Mouna, je me rappelle il y a quelques années de cela, j'étais venue pour un reportage au niveau du centre et c'était très impressionnant parce que j'ai rencontré quelques enfants autistes qui étaient en compagnie de leurs parents et qui étaient un petit peu anxieux. Donc c'est vrai que parfois le comportement des autistes il est un petit peu imprévisible et donc très nerveux, très anxieux. Il suffisait juste qu'on les mettait sur le cheval comme par magie. Et ça a été filmé, donc on l'a fait passer sur le reportage il y a quelques années de cela. Il avait suffi juste qu'on le mette sur le cheval et c'est une autre personne, c'est un autre enfant qu'on découvre. Donc on le voit s'allonger sur lui, on le voit être apaisé, être plus faire calme. des câlins, j'ai envie de dire. Et donc finalement, c'est carrément une thérapie qu'on a développée au profit de cette catégorie. Aujourd'hui, c'est le seul centre d'équithérapie qui existe. Quels sont les résultats que vous avez aujourd'hui justement avec les autistes? Alors nous, pour rester dans l'autisme, on remarque notamment en fait une évolution dans la communication. Parce que justement le cheval qui reste un animal très majestueux, très imposant, mais à la fois tellement doux, tellement empathique. Très empathique, oui, effectivement. Oui, c'est un des animaux les plus émotionnels, un des animaux qui ressent le plus les émotions de l'être humain surtout. Et pour une anecdote, je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais bon, pour ceux qui veulent la réentendre, il y a quelques années, on avait un enfant qui était tombé d'un cheval. Et le cheval nous a fait une dépression quand même. Oula. Bah oui, il n'a pas voulu. Quand même. Il n'a pas voulu reprendre les séances avant de revoir l'enfant en bonne santé et d'être sûr que justement c'est ça. C'est que c'est un animal très empathique, d'où justement le triangle thérapeutique qui existe. Nous, on ne se considère pas uniquement équithérapeute pour nos équipes. On considère que sans le cheval, on n'est absolument rien du tout. C'est soit le triangle, soit il n'y a pas d'équithérapie. C'est pas le thérapeute qui fait le travail seul. Et du coup, pour revenir aux résultats, c'est basé simplement, scientifiquement parlant, on va reconnaître qu'au niveau du système nerveux central, par exemple, le mouvement du bassin, le mouvement avec le cheval, qui rappelle le mouvement de la marche aussi, stimule justement ce système nerveux central et donc la cognition. Donc automatiquement, on travaille sur les terminaisons nerveuses qui, chez certains enfants autistes, sont différentes de ce qu'on appelle la norme, et d'où justement cette évolution vers un peu plus de concentration, vers une meilleure attention, vers aussi au niveau psychomoteur, la coordination, la motricité fine, parce qu'il touche le cheval, il le brosse, il le pense, parce que justement, juste avant, il y avait quelqu'un avec moi dans la salle qui me disait « Mais alors, l'équithérapie, c'est monter à cheval ?» C'est pas juste monter à cheval. Oui. C'est justement, c'est totalement différent de l'équitation, c'est partager un moment
vraiment intime avec le cheval, où on va prendre soin de lui, on va lui donner à manger, on va lui parler, et on va essayer de créer une amitié. C'est ce que j'allais dire, donc ça devient son propre ami. C'est ça. Voilà, alors justement, dans l'équithérapie, lorsque vous recevez ces enfants-là, c'est chacun son cheval ou il y a un roulement quand même? Alors non, il y a un roulement parce que justement, ce qu'il faut éviter par rapport à l'autisme, c'est la routine. C'est la routine. Voilà. Parce que l'enfant autiste a des difficultés à... pas de problème, a des difficultés à casser cette routine. Oui. Alors nous, justement, on essaye doucement et avec toute la douceur, avec l'accompagnement des chevaux, de leur apprendre à ne pas être tout le temps vers le même les équithérapeutes. On essaye de changer d'équithérapeute. Même s'il y a quelqu'un qui va demander tout le temps moi je veux Hamza, moi je veux Alice. Oui, parce qu'il y a quand même... De toute façon, c'est pas que chez les autistes aussi, même chez... d'une manière générale, quand on a un attachement, on a du mal à sortir de sa zone de confort. Voilà. Et nous, on essaye de leur apprendre ça parce qu'au final, c'est là l'autonomie et l'indépendance dont ils auront besoin plus tard, quand ce sera leur tour de rejoindre la société, de s'insérer professionnellement, parce que finalement, c'est ce qu'on leur souhaite et c'est ce qu'on essaye aussi, c'est nos objectifs principaux. Alors justement, parmi les objectifs de l'association, et je trouve ça magique aussi au niveau de l'association, c'est que vous ne prenez pas en charge que les enfants autistes, mais il y a d'autres enfants à condition que ces enfants-là accompagnent les enfants autistes. Donc finalement, il y a cette cohésion entre ces enfants, une sorte de valeur finalement que vous inculquez aux autres types d'enfants dits normaux. Exactement. Et je trouve ça magique. Et bon, on a commencé cette expérience tout simplement avec les frères et sœurs, avec les cousins qui accompagnaient au moment de la séance et qui finissaient par passer toute la journée parce que le cadre est magnifique. Donc bien sûr, on ne peut pas refuser à un enfant qui nous dit « moi aussi je veux faire un tour ». Donc bien sûr qu'ils étaient bienvenus. Mais puisqu'on en parle, l'année dernière, on a mis en place une colonie de vacances inclusive. Et justement, j'ai été vraiment très heureuse de voir des parents ouverts qui ne connaissaient pas du tout l'autisme et qui se sont dit « mes enfants n'ont aucun trouble, mais il est temps de leur apprendre justement cette inclusivité ». Et on a remarqué en fait des amitiés qui se sont créées entre les enfants autistes et les enfants qui ne l'étaient pas, les enfants trisomiques et d'autres qui ne l'étaient pas pareil. Et surtout cette bienveillance que les enfants ont dès leur jeune âge, parce que voilà, un enfant c'est innocent et s'il apprend dès son jeune âge, il faut juste lui apprendre. C'est ça, la génération qui viendra juste après, elle sera bien plus bienveillante et bien plus informée. C'est ça. Voilà, donc finalement, tu me fais rappeler un adage que je trouve aussi très intéressant et qui s'applique bien sur cette situation, qui dit que chacun d'entre nous est exceptionnel, donc il n'y a pas d'exception. Donc finalement, nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Et justement, c'est toute cette différence qui fait toute la richesse, humaine, parce que les autistes aussi nous apprennent beaucoup de belles choses. Exactement. N'est-ce pas? Et puis, voilà, je voulais mentionner que cette fois-ci, cette année en tout cas, on va essayer de lancer la thérapie pour tout le monde. Parce que voilà, l'équithérapie, c'est vrai que nous, jusqu'ici, comme je vous ai dit, c'était les enfants autistes et les enfants trisomiques. Mais voilà, il y a des personnes qui viennent et qui nous disent moi je suis bipolaire, moi je suis dépressif. J'ai entendu dire que l'équithérapie pourrait être géniale pour moi. Comment leur refuser? Donc maintenant, on essaye de s'ouvrir vraiment à tout le monde. Et hier, il y avait un ami à moi qui me disait voilà, j'ai des maux de dos qui sont terribles. Je tiens à vous dire que l'équithérapie pour les maux de dos, c'est également adapté. Ah là, je suis d'accord. Parce qu'on apprend à se tenir droit, la posture s'améliore, l'équilibre. Maintenant, on va trouver toutes les bonnes excuses. C'est ça, n'est-ce pas? L'équithérapie, ça soigne tout. Et puis même quand on n'a pas besoin d'être soigné, l'équithérapie, ça nous apaise. Voilà. En tout cas, Mouna, c'est vraiment toujours un plaisir de partager ce moment en ta compagnie. Beaucoup de belles choses. Merci et beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre au niveau de l'association. Et bravo encore une fois pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Et je fais un coucou encore une fois à ma maman et à mon papa. Et à tous ceux qui nous regardent, un gros bisou. Merci beaucoup et bonne Mouna. année. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. À l'année prochaine. J'espère pas. Bon, peut-être avant. Peut-être avant, Inch'Allah. Merci beaucoup Mouna. Allez, à très bientôt. Et on continue. On va se retrouver pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, nous allons aller du côté de Boussaada en compagnie de Saïda Mayouf, elle qui nous fait visiter une ancienne maison d'hôtes qui a été rénovée de façon très jolie à Boussaada. Et on se retrouve juste après. À Boussaada, ou cité du bonheur dans la wilaya de Msila, la Médina ou la vieille ville contient l'assablement, sa culture et son histoire. Au détour d'une ruelle de cette cité antique, nous découvrons une maison d'hôtes fraîchement mise en exploitation.
Joliment décorée à l'ancienne, cette demeure se veut une valeur ajoutée à l'activité touristique grâce à la ténacité de Hammou, fervent défenseur de la valorisation de sa ville natale. La maison a été construite, comme on a dit, au XIVe siècle. C'était une maison détruite complètement. J'avais l'idée de l'acheter, c'était en 2021. Mes parents ont décidé de l'acheter. On l'a acheté et on l'a restauré. Au début, c'était une maison de, si j'ose dire, de week-end. Une maison où on fait le week-end à Damakan. Je me suis dit, pourquoi pas une maison d'hôte. Moi, j'adore les défis. Sincèrement, j'adore les défis. Mon souhait, c'est de restaurer l'ancienne ville de Bou Saada. C'est notre souhait et le souhait takamel les habitants du quartier. La formule maison d'hôte en plein essor ces dernières années à Bou Saada vise à faire revivre la vieille ville, ce patrimoine séculaire, en lui redonnant son lustre d'antan. Nous sommes très satisfaits par de telles initiatives car ça permet de redonner vie à notre chère vieille ville de Bou Saada. Cette opération ne signifie pas seulement restaurer les murs d'une vieille bâtisse, mais il s'agit surtout d'une dimension plus large, historique et civilisationnelle, car Bou Saada a toujours été par le passé un rayonnement culturel et cinématographique d'envergure. Ce concept permet de préserver le cachet de la ville ainsi que de renforcer l'attractivité de l'offre touristique dans la région. Cette maison d'hôte, située en plein cœur de la vieille ville de Bou Saada, dégage un charme particulier car elle a été restaurée avec la même architecture et les mêmes matériaux de construction d'antan, reproduisant ainsi le cachet typique de la région. Ça replonge les touristes dans une époque révolue, ça demeure un dépaysement très apprécié. Véritable alternative à l'hôtellerie classique, les maisons d'hôtes constituent pour le secteur du tourisme une aubaine afin de pallier le manque à gagner en matière d'infrastructures d'hébergement face à la demande croissante de touristes locaux mais également étrangers. Et voilà, c'était donc une virée du côté de Bou Saada et c'est notre ami Saïda Mayouf qui nous y a emmené donc pour découvrir cette maison d'hôtes et cette fois-ci nous allons nous intéresser à cette troisième édition donc, du salon de la promotion immobilière. Le commissaire du salon est parmi nous ce matin, à savoir Monsieur Ahmed Hanniche. Bonjour. Bonjour, Bienvenue bonjour à à tous nos téléspectateurs et bonne et heureuse année 2024. Allah que nous vous souhaitons nos meilleurs voeux. Alors c'est la troisième édition donc, du salon de la promotion immobilière Souknatik. Alors il faut dire que c'est un salon aujourd'hui qui s'installe comme une véritable tradition, n'est-ce pas? Le salon de la promotion immobilière de la construction moderne et du décor, elle est à sa troisième édition. Donc c'est un événement qui gagne du terrain chaque année. On est à la troisième édition en fait, c'est du 10 au 13 janvier à l'école supérieure de flottellerie Eshra à Ain Benian. C'est un événement qui est devenu, comme je l'ai dit, annuel et qui attire chaque année beaucoup plus de participants et de visiteurs aussi. Donc la troisième édition, on va la tenir, c'est le premier événement économique en Algérie dans la nouvelle année 2024. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est déjà le prometteur. La troisième édition se déroulera avec la participation de 65 exposants, des opérateurs économiques algériens et étrangers, des entreprises étrangères qui sont installées déjà en Algérie et qui sont en activité depuis au moins 5 ou 6 années. Il y a des promoteurs immobiliers de plusieurs wilayas d'Algérie, notamment les wilayas côtières. Donc l'événement se veut un carrefour d'affaires et d'échanges entre les professionnels. Et c'est aussi une opportunité de B2C, donc les promoteurs immobiliers qui vont exposer des produits de promotion immobilière, des appartements et des locaux commerciaux à la vente directe, soit bien évidemment par le paiement cash pour ceux qui ont les moyens, ou sinon par le biais des crédits bancaires. On a plusieurs banques qui sont présentes au salon et qui offrent des crédits immobiliers
soit par le financement classique, des crédits classiques, ou bien les produits de la finance islamique. Voilà, donc ça, ce sont un petit peu les objectifs et les offres du salon. Mais sinon, à la 3e édition, quelle est la particularité un petit peu de ce salon si on le compare avec les 2 premières éditions? La particularité, c'est déjà la hausse du nombre des exposants. L'année passée, la 2e édition, on était une cinquantaine. Cette année, on est 65. Donc, 15 exposants, c'est-à-dire en plus, c'est-à-dire pour une 3e édition, c'est déjà ça. Donc, ça confirme déjà l'ampleur de cet événement qui commence à s'installer, qui gagne du terrain et qui s'impose comme un événement incontournable. Au vu de son importance, sur les 2 aspects, comme je viens de dire, le B2B, c'est-à-dire les relations d'affaires, et le B2C aussi. La nouveauté aussi, c'est que cette année, il y a beaucoup de citoyens algériens qui résident à l'étranger, qui ont demandé via le site web du salon souknatek-expo.com à visiter le salon, essentiellement pour acheter des biens immobiliers en Algérie. Donc ça, c'est la première fois. Il y a au moins 200 à 300 citoyens algériens de notre diaspora. C'est conséquent quand même. C'est conséquent. Et ça veut dire qu'il y a des Algériens, même établis à l'étranger, qui souhaiteraient revenir en Algérie, vivre en Algérie, soit de façon, c'est-à-dire de façon temporaire ou de façon définitive. Ça veut dire qu'il y a l'offre intéresse même notre diaspora à l'étranger. Voilà, surtout qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une ouverture sur le plan touristique. On parle beaucoup donc de tourisme local, et donc c'est ce qui incite aussi donc la diaspora à venir, à investir, à acheter des biens immobiliers dans le pays. Et surtout que les promoteurs immobiliers présents au salon sont tous installés dans les wilayas côtières. Oui. Les wilayas côtières, ça veut dire que notre diaspora s'intéresse à s'installer en Algérie ou bien passer des vacances en Algérie. Nos wilayas côtières ont besoin aussi d'habitations promotionnelles. C'est déjà beau pour notre littoral et ça offre crée de la dynamique, toutes les commodités. Un climat économique. Oui, un climat économique et même pour la diaspora algérienne, c'est-à-dire ils souhaiteraient vivre ou bien passer des vacances dans des appartements, dans des biens immobiliers de haut standing. Et ça va encourager d'autres concitoyens algériens établis à l'étranger de venir aussi acquérir des biens immobiliers. Et ça va créer une dynamique aussi, parce que même nos concitoyens à l'étranger, ils ont des amis, ils ont des connaissances là-bas. Ils vont certainement inviter leurs amis étrangers. Donc ça va renforcer la destination touristique algérienne. Effectivement. Alors, il faut dire que lorsqu'on parle de l'immobilier, on ne parle pas que des appartements elles-mêmes, mais on parle finalement de tout ce qui entoure l'habitation ou l'appartement ou la maison d'une manière générale, notamment le design, notamment l'ameublement. Et donc, est-ce qu'on va voir tout ça? Est-ce qu'on aura donc accès à tous les à côté qui accompagnent justement la maison lors de ce salon? Je souhaiterais dire à cet effet que en Algérie maintenant, on a atteint des niveaux formidables en matière d'innovation dans le design intérieur et extérieur. On parle beaucoup d'architecture intérieure entreprises, il y a des entreprises et des jeunes entreprises, y compris des startups, qui proposent des solutions vraiment innovantes et qui sont d'un apport indéniable pour l'amélioration soit du bâti du côté extérieur, soit de l'intérieur. Il y a même, par exemple, parlant du meuble, il y a des jeunes Algériens qui se sont investis dans ce créneau, dont certains, une petite partie, on espère que plusieurs jeunes aussi arrivent, ont commencé à exporter le mobilier algérien vers des marchés étrangers. Et le salon, bien sûr, se déroule dans un environnement économique et une conjoncture très, très favorable. Il y a déjà les encouragements des hautes autorités algériennes par rapport à tout ce qui est investissement, la mise en œuvre et l'application de la nouvelle loi sur l'investissement.
la facilitation d'accès au foncier industriel, parce qu'il y a des jeunes qui travaillaient dans des endroits exigus, il n'y a pas de commodité. Maintenant, avec les facilités, avec tout ce que l'État algérien fait pour encourager l'investissement dans ce domaine, je crois que l'année 2024 connaîtra aussi un autre essor dans ce domaine. Il y a aussi un aspect important. Quand on dit bâtiment, on veut dire aussi tout ce qui est côté infrastructure, qui est important. Le secteur du bâtiment offre les infrastructures. Non seulement pour l'habitation, mais aussi par les locaux commerciaux qui vont être utilisés pour des activités économiques. Et on revient à chaque fois à dire, quand le bâtiment va, tout va. Effectivement, Voilà. ça va de soi. Il nous faut toujours un pied à terre, en tout cas. Tout à fait. N'est-ce pas? En tout cas, on rappelle, le rendez-vous, c'est du 10 au 13 janvier. Du 10 au Inch'Allah. 13 janvier à Voilà, il l'école faut s'inscrire Esra. avant de... Bien sûr, Voilà. Il faut les s'inscrire au niveau du inscriptions site. se font via le site officiel du salon, souknatech-expo.com. Pour l'instant, on a reçu la demande de visite de plus de 15 000 Ça citoyens promet. intéressés. Ça, c'est prometteur. Oui, c'est prometteur parce qu'il y a il y a des professionnels, il y a Oui. des particuliers Voilà. intéressés par ce domaine. En tout cas, beaucoup de succès pour cette nouvelle édition. Inch'Allah, probablement, on se reverra après pour avoir le bilan de cette troisième édition. Ah ben, Inch'Allah, Inch'Allah. merci pour votre invitation. Je Marhaba remercie aussi la télévision publique algérienne qui est partenaire média Oui. du salon. Donc Marhaba ça, bik. c'est aussi intéressant pour nous. Marhaba bik. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je rappelle, monsieur Ahmed Haniche, vous êtes le commissaire donc, du salon Souk